Je vais commencer par ces quelques chiffres. Alors, savez-vous qu'un homme sur 4 va présenter au moins une fracture ostéoporotique à l'âge de 80 ans? Et un homme sur 8, soit 13%, va présenter une fracture de fragilité à 50 ans. En 2050, l'incidence mondiale des fractures de hanche devrait augmenter de 240% pour les femmes contre 310% pour les hommes par rapport aux années 90. Et savez-vous, alors que le nombre de fractures de fragilité chez les femmes est en train d'abaisser, il reste stable chez les hommes. Du coup, actuellement, on a 39% de fractures ostéoporotiques chez les hommes. L'ostéoporose masculine est moins fréquente par rapport aux femmes, certes, mais elle est plus grave. Pourquoi elle est plus grave? Parce qu'elle tue plus que les femmes. Vous voyez cette étude australienne publiée en 2009 a montré qu'il y a un sur-risque de mortalité par rapport aux femmes, de 1, et il y a un risque de mortalité par rapport à la population en général de 2 à 3 fois. Donc, vous voyez la gravité des choses. C'est une entité sous-diagnostiquée parce que les fractures chez les hommes sont généralement prises pour des fractures post-traumatiques. Or, je vous projette les chiffres en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, parmi 10 000 hommes hospitalisés pour une fracture ostéoporotique, seulement 2% étaient diagnostiqués traités, 2,8 diagnostiqués non traités et 2,3 traités sans DAMO. En France, 155 000 fractures hommes et femmes confondues, seulement 5% ont eu une DAMO dans l'année qui suit la fracture et 15% ont eu un traitement spécifique. Cette étude, donc publiée en 2018, a montré dans 2 populations de femmes et d'hommes ayant un frax élevé, un frax supérieur à 3% de risque de fracture de fragilité dans les 10 ans, donc qui nécessite un traitement, que pour la population, donc à partir de l'âge de 70 ans, seulement 6 à 7% des hommes sont traités contre 50% des femmes. Donc, des efforts sont à fournir dans l'ostéoporose, aussi bien féminine, mais surtout masculine. Je vous projette cette étude de pharmacoéconomie qui montre que le nombre d'années perdues à cause d'une maladie, un handicap ou une mort précoce qu'on appelle le dialyse suite à une fracture de fragilité, donc pour 1000 individus âgés de 50 ans ou plus, est estimé à 21 ans en post-fracture chez un homme. Et ce qui place les fractures de fragilité en 4e position, bien avant l'AVC, bien avant l'insuffisance cardiaque. Et que le treatment gap ou le pourcentage de patients éligibles au traitement mais qui ne sont pas traités, donc en Europe, s'élève de 47% en 2010 à 63% en 2017, soit 19 000 fractures par an qui auraient pu être évitées et vous pouvez imaginer les dépenses donc, pour ces fractures. Donc, je vais vous parler un petit peu de la physiopathologie de l'ostéoporose chez l'homme. Alors, vous savez tous que l'os cortical, donc l'homme a un os cortical de plus grand diamètre parce qu'il a une plus grande apposition périostée du fait qu'il produit la testostérone et une cavité médulaire plus large. Donc, la répartition spatiale de l'os est plus avantageuse et l'os est plus résistant. Ça, on le connaît tous. Mais savez-vous que la porosité intracorticale est plus importante et que la densité minérale osseuse corticale est inférieure à celle de la femme? Deuxièmement, pour l'os trabéculaire, je vous projette ces 4 images. À votre avis, quelle image correspond à celle de la microarchitecture trabéculaire chez l'homme? Eh bien, c'est la première. Un homme sans ostéoporose. Ça, c'est la femme sans ostéoporose. Et puis, donc, ça, c'est les hommes et les femmes avec ostéoporose. Donc, certainement, l'homme a un plus grand volume ostéotrabéculaire au niveau du radius distal et du tibia, mais la situation est inverse dans le squelette axial, parce que la diamotrabéculaire est plus faible chez les femmes malgré que le rachis lombaire est plus large.
Avec l'âge, les travécules chez les hommes ont tendance à devenir plus minces que chez les femmes, mais elles gardent mieux leur connectivité. En conclusion, l'homme a plus d'os. Certainement, il a 25% plus d'os que les femmes, avec des os plus lents et plus larges. Du coup, donc, on a l'impression qu'ils sont plus denses. Non, ils sont pas plus denses. Et si, donc, on définit la DMO comme la quantité de minéraux par unité de volume, la différence entre les deux sexes n'est pas significative. Bien au contraire, la femme a une densité donc plus importante, mais non significative. D'accord? Donc, l'homme a plus d'os, mais l'os n'est pas plus dense. L'homme a un os plus résistant parce qu'il y a un plus grand diamètre, une cavité médulaire plus large. Alors, quel est donc voilà. Donc, pour un T-score équivalent entre hommes et femmes, le risque de fracture est équivalent. Du coup, the International Society of Clinical Densitometry et the International Osteoporosis Foundation donc recommandent de se référer à la courbe féminine pour la mesure de la DMO chez l'homme. C'est la courbe Enhanced. Ceci est controversé. Par exemple, les Français ne suivent pas ces recommandations. Pourquoi? Parce que on peut avoir des fractures avec des DMO normales. Du coup, il faut donc revisiter la définition de l'ostéoporose. La définition de l'ostéoporose actuellement repose sur le T-score inférieur à moins de 5, mais il faut toujours donc chercher les fractures de fragilité et, si besoin, donc calculer le frax. Néanmoins, le frax chez l'homme n'est pas bien validé parce que les études qui ont mené à ce frax ont inclus dans 75% des femmes. Donc, bon, le frax n'est pas bien validé chez l'homme. Quel est le chef d'orchestre dans l'ostéoporose masculine? Donc, contre toute attente, c'est les oestrogènes. Alors, l'oestradiol biodisponible est plus étroitement corrélé à la DMO que la testostérone. Et d'où vient cet oestrogène? Cet oestrogène vient dans 85% de l'aromatisation de la testostérone en oestrogène. Et chez l'homme, la biodisponibilité des oestrogènes et des androgènes est contrôlée par la sex hormone binding globulin qui va se lier aux androgènes et l'oestrogène. Donc, avec l'âge, on aura une augmentation de la sex hormone binding globulin. Donc, il y a diminution des androgènes et de l'oestrogène biodisponible de 1. Et de 2, il y a une diminution de l'aromatisation. Du coup, à partir d'un seuil de 15 picogrammes par millilitre d'œstrogène, le risque de fracture et la DMO, donc le risque de fracture augmente et la DMO diminue de façon significative, comme montre cette étude. Alors, quel est le rôle de la testostérone finalement? Donc, il faut savoir que la testostérone n'est pas toujours basse au cours de l'ostéoporose primaire, que 20% seulement des hommes qui ont une ostéoporose avec un hypogonadisme tardif ont un hypogonadisme tardif. Et cette méta-analyse qui a inclus des hommes avec ostéoporose et sans ostéoporose a montré que le niveau de testostérone est presque le même. Donc, aussi cette revue de la littérature, revue systématique de la littérature, n'a pas montré qu'il y a un lien étroit entre la BMD, la DMO et le seuil de testostérone. Le rôle de la testostérone, donc, réside de 1, il va donner l'œstrogène, et de 2, c'est un rôle dans le maintien de la force musculaire et la prévention de la sarcopénie, donc la prévention des chutes. Pour résumer, les oestrogènes ont une action sur l'os, la testostérone a une action sur le muscle et a une action indirecte sur l'os. Donc, revenons à cette sarcopénie, le risque de chute. Donc, le risque de chute augmente significativement. Le risque de fracture, ça, on le connaît tous. Et du coup, donc, cette étude de pharmacoéconomie, encore une fois, faite par les Britanniques et publiée au JAMA en 2020, donc recommande de faire une DMO chez les patients ayant eu un antécédent de chute dans l'année qui suit.
Alors, pour les recommandations quant à quand dépister une ostéoporose chez l'homme. Donc, j'ai fait ce tableau pour récapituler les recommandations internationales et vous voyez que beaucoup d'organismes internationaux et de sociétés savantes n'ont pas donné leur avis concernant l'ostéoporose masculine. Ce qui ressort surtout qu'à partir de l'âge de 65 ou surtout 70 ans, le risque devient important, le risque de fracture devient important. Donc, sinon, pour les Britanniques, il faut toujours se référer au FRAX. Si le FRAX est élevé, il faut traiter sans DMO. FRAX bas, ne pas traiter. FRAX intermédiaire, il faut faire la DMO. Donc, pourquoi cette histoire d'âge 65 à 70 ans? Cette courbe montre que à partir de cet âge, le risque de fracture chez l'homme devient significatif et il y a un décalage de 5 à 10 ans par rapport à la femme. Alors, quelles sont les causes d'ostéoporose chez l'homme? L'ostéoporose chez l'homme est essentiellement secondaire. Sinon, dans 35 à 40%, on voit l'ostéoporose soit sénile, soit idiopathique. Sinon, elle est secondaire. Et les principaux facteurs de risque, c'est l'alcoolisme. Deuxièmement, c'est l'hypogonadisme, soit iatrogène par les anti-androgènes en cas de cancer de la prostate, ou bien l'hypercorticisme endogène ou iatrogène, et la BPCO. C'est les 4 facteurs de risque chez l'homme et on voit les différences par rapport à la femme. La BPCO et l'alcoolisme, donc, ont une fréquence plus élevée chez les hommes. Je vous rapporte cette observation d'un collègue que j'ai vu avec Dr. Latao il y a 2 mois. Donc, c'était un homme de 42 ans, sans antécédents. C'est un cardiologue, c'est un confrère, père de 4 enfants, qui nous consulte pour une douleur pariétale. Et il nous consulte avec son scanner qui a montré une fracture costale non consolidée. L'examen a réveillé plusieurs points douloureux. Donc, du coup, on a fait une scintigraphie. La scintigraphie a montré des fractures costales. Du coup, on a demandé une DMO. Le Z-score était à -2. Donc, il y avait une baisse par rapport à l'âge chronologique. Le bilan biologique qui a inclus donc la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique, le bilan phosphocalcique, la create, le bilan hépatique, le PP étaient tous normaux. On a complété par le dosage, par un bilan thyroïdien parce qu'il était exposé aux irradiations du fait qu'il faisait beaucoup d'angioplastie. C'était normal. Le patient présentait une notion de fatigue et de troubles de l'humeur. On l'a vu ensemble avec les endocrinologues. Et à notre grande surprise, il avait une cortisolémie et un test de freinage élevé et il avait un adénome hypophysaire à ACTH. Et on a évité le pire chez le patient parce qu'il aurait pu avoir une HTA maligne, un AVC, une ostéonécrose aseptique. Il vient d'être opéré il y a 2 semaines. Alors, pour le bilan, quel bilan? Donc, il n'y a pas de consensus. Ce sont des accords professionnels. Et on voit que par rapport chaque société savante recommande son propre bilan. Donc, par exemple, la NOF, à part le bilan qu'on recommande chez la femme ostéoporotique, donc recommande aussi de faire le bilan thyroïdien de première intention, la PTH, les marqueurs de remodelage osseux et la testostéronémie chez les hommes jeunes. Par contre, la SFR, donc, recommande de faire la testostéronémie chez tous les hommes ayant une ostéoporose et donc recommande de faire une EPP. Ce sont des accords professionnels et il n'y a pas de consensus. Et par rapport aux marqueurs de remodelage osseux, sincèrement, ils ne prédisent pas le risque de fracture dans la population masculine. Ils sont très chers. Ils ne sont pas donc à demander devant une ostéoporose masculine. Alors, quel traitement? Cette revue de la littérature donc inclut tous les traitements possibles. Donc, qu'on connaît tous, les bisphosphonates, le denosumab, la tériparatide. Et la première remarque, c'est que les études qui ont mené à ces traitements chez l'homme sont de faible effectif, qui n'ont pas duré dans le temps. Du coup, on n'avait pas beaucoup d'effets fracturaires, surtout pour le denosumab et la tériparatide. Donc, on peut pas conclure, on peut pas avoir des conclusions par rapport à la diminution des risques de fracture chez l'homme pour les 2 molécules, le denosumab et la tériparatide.
Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on est en train d'extrapoler les indications et les études de la femme pour l'homme. Donc, cette revue, la littérature, a montré que le risque, le principal avantage de ces traitements, c'est la diminution des fractures vertébrales et c'est surtout l'acide zolédronique. Alors, pour les fractures de hanche et les fractures non vertébrales, il n'y a pas assez de preuves. Peut-être le résidronate aurait une action, mais le niveau de preuve est faible. Alors, par rapport aux AMM et par rapport aux indications, on voit qu'il y a beaucoup de différences entre les pays. Par exemple, en France, on recommande de commencer par les bisphosphonates, soit orales, soit en IV, en première intention. La tériparatide, s'il y a au moins 2 fractures vertébrales. Pour le denosumab, il est réservé pour l'ostéoporose cortico-induite ou bien induite par les anti-androgènes, mais il n'est pas remboursé. En France, le denosumab n'est pas remboursé pour l'homme. Sinon, en Bretagne, on commence toujours par les bisphosphonates par voie orale et puis les autres traitements sont réservés en deuxième intention. Pour les États-Unis, le denosumab a été approuvé par la FDA en 2012 pour l'ostéoporose induite par les anti-androgènes, ou bien s'il y a un haut risque de fracture, ou bien s'il y a un échec d'un premier traitement. Pour le traitement androgénique, je vous le dis d'emblée, il n'y a pas de place dans le traitement de l'ostéoporose, surtout s'il y a un haut risque fracturaire. Il a un avantage dans le traitement de l'hypogonadisme, donc dans le traitement des symptômes de l'hypogonadisme, tels que la dysfonction érectile, mais il faut faire attention par rapport au risque cardiovasculaire et par rapport au risque de cancer de la prostate. Actuellement, on ne dispose pas d'études concernant l'intérêt de ce traitement dans l'ostéoporose masculine. Donc, il faut toujours, on le dit souvent, il faut toujours rechercher l'antécédent de fracture, que ce soit symptomatique, donc le patient va rapporter spontanément l'antécédent de fracture périphérique, mais surtout les fractures asymptomatiques. Et on connaît tous que les fractures vertébrales sont généralement asymptomatiques. Du coup, il faut toujours les rechercher. La meilleure façon de rechercher ces fractures vertébrales, c'est de faire une VFA en même temps avec la DMO. Et c'est très simple et on le fait de pratique courante. Donc, c'est la meilleure façon parce qu'elle est moins irradiante et moins coûteuse et on peut la faire en même temps. Mais les indications, il faut les connaître. Donc, les indications, selon l'International Society of Densitometry en 2019, c'est soit un épisode de rachalgie aiguë, même transitoire et résolutif, un antécédent rapporté mais non documenté de fracture vertébrale, une perte de taille historique supérieure à 4 cm par rapport à l'âge de 20 ans et une prise de corticoïdes à partir de 5 mg pendant plus que 3 mois. Ça, c'est des nouvelles recommandations par rapport à la VFA. Sinon, pour l'homme, il faut faire attention parce que l'homme peut avoir des séquelles d'ostéodystrophie rachidienne de croissance plus que les femmes. Ça va donner des formations cunéiformes régulières multi-étagées des corps vertébraux qui peuvent être confondus avec des placements vertébraux. Donc, il faut faire attention par rapport à ces détails. Sinon, pour les recommandations, chaque société savante va donner ses recommandations et il n'y a pas de consensus encore une fois. Et la majorité des recommandations sont calquées sur l'ostéoporose post-ménopausique. Et ce sont les recommandations pour l'homme supérieur à 50 ans. Ce n'est pas pour l'homme jeune. Donc, les nouvelles recommandations de la SFR, c'est calqué sur les recommandations d'ostéoporose post-ménopausique. Du coup, quelles sont les indications du traitement? Soit une fracture sévère, une fracture de hanche, une fracture de l'humérus, une fracture du bassin, 3 côtes, etc. Une fracture sévère, quel que soit le T-score, on n'a pas besoin de T-score. Sinon, c'est un T-score bas. Ça veut dire quoi? Ben, un T-score inférieur à moins 3, sans fracture, il faut traiter. Entre les deux, s'il y a une fracture mineure avec une baisse du T-score à partir de moins 2, on peut traiter. Sinon, pour les autres situations, on peut se référer au FRAX.
Un cas particulier, c'est l'ostéoporose suite à la prise des anti-androgènes. Il faut savoir que la mortalité après fracture de fragilité chez cette population, donc les populations d'hommes avec cancer de la prostate, donc la mortalité, la surmortalité est de 38% après fracture de fragilité. Et c'est une complication presque, la moitié des patients vont avoir une ostéoporose. Du coup, il faut la rechercher, il faut la traiter. Dès que le T-score est bas, dès que inférieur à moins de 5 pour ces recommandations, dès que il y a un incident de fracture, dès que le frax est élevé, donc il faut traiter. Les traitements qui ont la même, c'est les bisphosphonates par voie orale et par voie parentérale, et surtout les denosumab. Donc pour conclure, un jour, John Gray a dit les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Pour l'ostéoporose, je vous dis que les hommes aussi viennent de Vénus. Merci. Merci. Merci pour cette belle mise au point.